L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, ça me fait plaisir de me réadresser à cette Chambre au sujet du projet de loi C-20. Déjà, la troisième lecture. Ce projet de loi traverse la Chambre des communes plus rapidement que la grippe en hiver. Le Canada en prend pour son rhume et le gouvernement a beau se cacher derrière le nom supposément équitable de son projet de loi, il n'en est rien. J'espère que le ministre voit toute l'ironie à ce que ce projet de loi passe à toute vapeur à travers la Chambre des communes. Il est le ministre de la Réforme démocratique, et bien que le fond de ce projet de loi touche à ce sujet, la forme y échappe totalement. C'est très déplorable qu'aujourd'hui soit la seule et unique journée attribuée pour débattre, en troisième lecture de ce projet de loi. C'en est presque une farce, Monsieur le Président. Le gouvernement pourra bien évoquer le fait que ce projet de loi doit impérativement être adopté avec la sanction royale avant le 8 février 2012, mais cette argumentation tombe à plat. Pourquoi est-ce que j'affirme ça? La pléiade de dispositions transitoires qui a été ajoutée au projet de loi mérite toute notre attention. Non seulement le gouvernement a-t-il prévu ce qui se passerait si le projet de loi a été adopté après le 8 février 2012, mais il a prévu plusieurs cas différents. Nous sommes conscients que ce ne serait pas une situation idéale, mais lorsque vient le temps de réfléchir sur des problèmes d'enjeu national comme c'est le cas ici, le NPD préconise une approche prudente, collégiale et consultative. Tout le monde a droit à son mot à dire. Mais non, le gouvernement conservateur, à coup de motion d'attribution de temps, nous dit « Ne clignez pas des yeux trop vite, sinon vous manquerez le passage du projet de loi C-20 en Chambre des communes. » C'est déplorable, Monsieur le Président. J'ai déjà mentionné de nombreuses fois dans cette Chambre, mais le cynisme ambiant de la population canadienne à l'endroit de la classe politique est intoxiquant. Mais bon, je constate que le gouvernement conservateur n'a pas d'arrière-pensée à rajouter une couche supplémentaire de cynisme tant qu'à y être. Les étapes d'étude de ce projet de loi ne se sont pas passées sans certains événements notables. Ayant la chance de participer au comité des procédures et des affaires de la Chambre, en compagnie de plusieurs de mes collègues présents ici, on a eu le plaisir de recevoir en comité, lors de l'étude détaillée de ce projet de loi, un ex-président de la Commission de délimitation des circonscriptions du Québec lors du dernier redécoupage. Il a fait part au comité que certains amendements seraient intéressants à apporter au projet de loi concernant les délais au processus de délimitation des circonscriptions, parce que ces délais, selon lui, seraient trop courts dans le projet de loi C-20. De bonne foi, le NPD a déposé des amendements en comité afin de remettre ces délais selon les recommandations du témoin, mais ont rapidement été battus par les députés conservateurs. Pourtant, ces amendements auraient apporté flexibilité à ce processus complexe, mais aveuglément, les députés conservateurs ont tout balayé du revers de la main. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Les consignes sont-elles de tout refuser ce que propose l'opposition? Même si ces propositions font du sens, je peine à voir la logique derrière ces actions. Il y a d'autres moyens d'adresser tout le problème de la représentation de la population au sein de la Chambre des communes. Un de ces moyens consiste à analyser la situation de chaque province en vase clos. Chaque province possède ses pôles urbains et ses vastes régions rurales. L'exercice de découpage de la carte électorale devient alors un exercice délicat, presque chirurgical. Non seulement faut-il que les circonscriptions aient plus ou moins la même population, mais faut-il qu'il y ait une certaine cohérence à l'intérieur de celle-ci. Ce n'est pas une question qui est abordée par ce projet de loi, mais pourtant qui est très pertinente. La logique du concept de communauté d'intérêt prend alors tout son sens en regardant la question sous cet angle. Les besoins, les préoccupations et les réalités des habitants de la circonscription de mon collègue de Timmins-James Bay ne sont certainement pas les mêmes que ceux de ma collègue de Hamilton Mountain. Même logique s'applique ici entre la magnifique circonscription de Louis-Saint-Laurent que je représente et celle de mon collègue de Manicouagan. Cette attention à l'exercice de redécoupage serait un point de départ intéressant pour adresser ce problème sous un angle différent. Les ensembles urbains de banlieues et ruraux composent une mosaïque démographique très complexe. Comme le mentionnait mon collègue Nickel Bell tantôt dans sa question, c'est compliqué d'être capable de diviser toutes les régions rurales, les régions nordiques ainsi que les régions plus urbaines. Mais C-20 sera déjà demain entre les mains du Sénat, non élu et illégitime. Dommage. De 1980 à 2011, les gouvernements libéraux et conservateurs se sont succédés. Et ça a donné quoi? 2 référendums sur la souveraineté du Québec et des négociations constitutionnelles qui sont vues aujourd'hui comme tellement douloureuses que l'on essaie de ne plus en parler. Leurs approches ne fonctionnent pas. C'est prouvé. Le NPD apporte une solution nouvelle qui comprend le Québec. Les crises constitutionnelles, on va laisser ça aux libéraux et aux conservateurs. Les conservateurs sont inaptes à traiter de façon sensible de ces questions constitutionnelles. Dois-je rappeler que le Québec n'a toujours pas ratifié la Constitution et que malgré tout cela, le monde qui siège ici a toute la même légitimité démocratique. Une réforme démocratique équitable? Non.
On veut octroyer vite et donner l'impression qu'on agit alors qu'au fond, on froisse et on déchire. Le NPD a beaucoup plus de légitimité pour défendre les intérêts du Québec. Mes collègues de partout au Canada, qu'ils soient d'Alberta, de Colombie-Britannique ou d'Ontario, appuient le projet de loi C-312. Si vous voulez une preuve plus tangible que ça, je me demande bien ce que ça vous prend de plus. Doutez-vous de leur allégeance envers les leurs? Qui l'aurait cru? Un parti pan-canadien qui comprend, défend et respecte le Québec. Le NPD travaille avec tout le Canada afin de construire un Canada plus uni et qui réunit tout le monde. On ne jette aucune province contre les autres. On ne cherche pas à exacerber les tensions et on ne cherche pas non plus à mettre d'avant les différences nationales et les différences au sein de la Confédération canadienne. Le NPD veut travailler à nous unir dans le respect et la compréhension mutuelle. Les Québécois pressentent cette capacité au sein de notre parti. C'est pourquoi ils nous ont démontré leur confiance. Les Québécois ont donné au NPD un mandat stable, fort et sans équivoque afin de créer un pays qui réponde aux aspirations et aux idéaux de tous, qu'ils soient québécois, canadiens, francophones, anglophones, autochtones, acadiens. C'est notre révolution orange. Notre projet de loi ne s'adresse pas uniquement au Québec. L'Alberta est sous-représentée. Si elle sent qu'elle est sous-représentée au sein de la Fédération canadienne, il faut le corriger. Nous sommes d'accord. Historiquement, elle a longtemps souffert de son isolement et de sa pauvreté, et trop souvent, nous ne l'avons pas écoutée. Et maintenant que, humainement, elle contribue tant à la Confédération, il faut s'attarder à ses enjeux et l'écouter. Mais les conservateurs se servent des ressources naturelles de l'Alberta et de sa prospérité pour mousser leur candidature. Pire, ils se servent d'antécédents historiques pour la diviser du reste du Canada. Et même, ils cherchent à la jeter un peu contre le Québec, à créer l'illusion d'une albertocratie au Canada. Mais ce n'est qu'une fumisterie. Ce n'est pas en exacerbant les différences historiques et régionales pour mieux régner que nous allons prospérer en tant que Canadiens. L'Ontario est la province la plus peuplée au Canada. C'est de toute évidence à cause de sa prospérité humaine, culturelle et économique. Et de plus, elle est magnifique. Elle est l'aboutissement de la prospérité nord-américaine et nous sommes chanceux qu'elle soit canadienne. C'est donc naturel pour elle de connaître une croissance démographique plus élevée. Et maintenant, que dire de la Colombie-Britannique, notre joyau de l'Ouest, terreau de l'immigration provenant de l'Asie. Sa population augmente beaucoup, elle aussi. Eh bien, elle devrait être reconnue également. Tout ça pour dire que nous reconnaissons que chaque province et chaque nation ont des besoins spécifiques, et cela, nous le respectons. Pour arriver à conjuguer leurs spécificités, il faut les consulter et agir de concert avec elles. Ce n'est pas du tout ce que Sévin propose. Le gouvernement conservateur semble percevoir les provinces comme des municipalités d'un État unitaire et monolithique. Il n'est certainement pas le seul parti fédéraliste en cette Chambre à avoir pensé de la sorte. Le troisième peuple fondateur est représenté tout en entier par un seul ministère fédéral. On voit où ça a amené nos frères autochtones. Si on veut vraiment avoir une représentation équitable dans ce pays, je propose qu'on commence par ce problème-là. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que Québécoise, je ne comprends pas les besoins des autres provinces. C-312, le projet de loi du NPD concernant la redistribution des sièges dans cette Chambre, aborde très justement leurs besoins. C-312 ne fait qu'ajouter les revendications québécoises à celles légitimes de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Qu'ont fait les gouvernements précédents pour le Québec et les Autochtones? Des demi-mesures? Leur bilan des réformes est peu inspiré et timide, un statu quo généralisé. Ils ne sont pas dans la position et la légitimité morale de critiquer l'approche néo-démocrate. En quoi est-ce que ce projet de loi vient modifier la représentation des nations autochtones dans cette Chambre? Une chance que le Nunavut a reçu son statut de territoire au sein de la Confédération. Belle et grande initiative. Mais ce n'est qu'un peuple, parmi des dizaines et des dizaines. Comment les encourager à voter et à participer à notre démocratie? Comment peut-on s'imaginer que le troisième peuple fondateur va s'intéresser à ce pays quand nous réduisons toutes ses ambitions et tous ses enjeux à un seul ministère fédéral? Ce ministère qui, je m'en désole, est entre des mains d'un ministre qui semble mal comprendre ses enjeux et mal s'acquitter de sa tâche. Les Autochtones ont vu leur souveraineté grugée jusqu'à la réduction de leur présence au seul ministère des Affaires autochtones. C'est un précédent très fâcheux. Pour le Québec, quoi qu'on en dise, la menace est claire. You're next.